On peut y aller? Bonjour à tous. Merci de participer à cette conférence. Tout le monde m'entend? Ouais. C'est bon? Pas trop? Bon. Je vais aller la voir. Merci. Ah, ça y est. Merci de participer à cette conférence que nous avons intitulée donc, Écart entre performance réelle et fonctionnement attendu. Donc c'est un retour d'expérience sur une expérimentation que nous avons réalisée sur la tour T1 à la Défense. Et nous allons vous exposer les grandes lignes de cette expérimentation qui a été réalisée dans le cadre de l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Donc, voilà. Donc je suis Afid Idbraïk, responsable de prescription chez Bellimo, fabricant de solutions innovantes pour le CVC. Et pour cette conférence, je suis accompagné de Cédric Beaumont, directeur technique du Caustic, ainsi que de Stéphane Richard, directeur de site chez Nexity. Mais justement, pour commencer, Stéphane, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le rôle d'un gestionnaire de patrimoine et surtout tes attentes sur T1? Bonjour à tous. Ça marche bien? Ouais. Déjà, en introduction, c'est juste indiquer ce qu'est un... Alors, je suis chez Nexity, mais je suis chez Nexity Property Management. Donc, les property managers sont des personnes en fait qui gèrent des grands actifs immobiliers qui appartiennent à des sociétés privées. On a rarement du public, même si ça peut nous arriver, enfin des marchés publics, mais la plupart du temps, c'est des grands investisseurs privés. La tour T1, je la connais plutôt bien, puisque j'ai été sur cet actif de 2008, ça date de réception jusqu'à environ 2020. Et à cette occasion, je voulais vérifier, parce que l'immeuble commençait à avoir un âge, parce que quand il a 12 ans, un actif commence effectivement à peut-être perdre en qualité par rapport à ce qu'il était initialement. Donc, avant d'estimer ce genre de choses, il fallait l'identifier. C'est pour ça j'avais échangé avec Bellimo. L'autre élément qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il y a des contraintes aujourd'hui très fortes, notamment sur les immeubles tertiaires. Ces contraintes, elles sont liées au décret tertiaire que l'on connaît tous, mais également aux coûts globaux. On a de toute façon des contraintes financières qui sont souvent, je ne vais pas dire encore plus importantes, mais qui sont vraiment très importantes. Le prix de l'énergie aujourd'hui est quelque chose, quand on est administrateur de biens, qui est très important dans un budget, ce qu'on appelle nous le budget de charges d'exploitation. Si vous avez également un appartement, que vous habitez en copropriété, vous voyez à peu près ce que sont les charges d'exploitation. Eh bien nous, effectivement, nous avons également nos charges d'exploitation, des charges d'exploitation à gérer. Le prix de l'énergie qui explose fait qu'il faut être extrêmement vigilant sur ces dépenses et dépenser l'argent au mieux possible. Le mieux possible, c'est pas forcément dépenser de l'argent dans de l'énergie, mais plus dans l'amélioration des installations techniques. C'est pour ça, on en reviendra après, qu'on voulait, avant d'estimer ou de lancer des grands programmes, essayer de voir où on en était aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit écart entre performance réelle et ce qu'on estimait théoriquement, et voir comment on peut améliorer les éléments. Ce que je dis souvent également, c'est que consommer dans un bâtiment tertiaire qui est occupé, aller environ 10 heures par jour, 5 jours par semaine, consommer de l'énergie quand les collaborateurs sont présents, ce n'est pas un problème. En consommer quand les collaborateurs ne sont pas là, c'est un problème. Donc toutes les consommations, qu'on appelle effectivement ce qu'on appelle les talons bas, tout ce qu'on consomme quand les gens ne sont pas là, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. De la même façon, quand un espace est inoccupé pour une durée plus ou moins longue, parce qu'il peut y avoir des travaux dessus, il faut savoir jusqu'à quel niveau, effectivement, on peut facilement l'isoler pour ne pas le mettre en termes de confort et rester, excusez-moi, et rester également sur des consommations maîtrisées. Bon, là, vous avez une coupe de la tour T1, si vous ne la connaissez pas, qui est le siège du groupe Engie. Le groupe Engie étant locataire, ils ne sont pas propriétaires. Le propriétaire est la société Gecina, puisque je sais qu'il y a également des personnes de Gecina présentes dans la salle, et que je salue et que je remercie, puisqu'il nous faut confiance depuis maintenant plus de 14 ans sur cet actif. La tour T1 est un ensemble immobilier qui fait environ 70 000 m², donc 64 000 m² de bureaux, le reste étant plutôt des locaux, 6 000 m² de locaux techniques. Elle a été inaugurée en 2008. Elle fait 36 étages de haut en superstructure pour 4 niveaux en infrastructure. Après, il y a également l'immeuble B-Building, qui est un immeuble plus petit à côté, qui fait partie de la même zone, puisqu'en fait, elles sont sur un secteur et sur une, je ne vais pas dire une dalle commune, puisque c'est 2 IGH, ce qu'on appelle immeubles de grande hauteur, qui sont complètement séparés, mais qui sont très proches l'un de l'autre, voilà, et qui appartiennent effectivement au même propriétaire.
Les attentes du gestionnaire, là, je les avais déjà un peu évoquées juste avant vous. Hein. C'était d'identifier et quantifier le fonctionnement de l'immeuble, parce qu'un fonctionnement d'immeuble, on a beau avoir des GTB, des GTC, alors gestion technique du bâtiment, gestion technique centralisée, tous ces équipements vous donnent des informations. Quand vous monitorez également vos consommations énergétiques, vous avez des informations, hein, puisqu'on fait des graphiques, on essaye de savoir si on consomme plus ou moins que l'année précédente, si en fonction des DJU, des JR, alors degrés jour unifié, degrés jour effectivement de référence, voilà, si on est plutôt bien ou pas bien en termes de consommation. Ça n'empêche qu'à chaque fois, on veut avoir des informations encore plus fines, encore plus précises. Je le disais et je le répétais, un administrateur de biens, nous, on gère bien évidemment la sécurité, la sûreté du patrimoine, sa conformité réglementaire, mais on gère également surtout du budget. Et ce budget-là, eh bien, c'est de l'argent. Cet argent, il faut le dépenser le mieux possible, ou en tout cas en dépenser le moins possible dans des charges récurrentes ou des charges qu'on maîtrise mal, comme l'énergie, ou montrer qu'on maîtrise bien ces charges. Pas le plus précis. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit que je devais dire d'autre? Challenger. Oui, alors ça, challenger, effectivement, on en a parlé un peu, le fait de challenger, c'était surtout également d'identifier ce qu'on avait en consommation, comme je vous ai dit, sur les périodes ouvrées et sur les périodes non ouvrées. Quand on parle du décret tertiaire, à chaque fois, la plupart du temps, en fait, ce qu'on essaye de rapprocher, c'est les règles de l'ADEME. Alors, l'ADEME, effectivement, donne des règles assez simples, effectivement, avec des conditions thermiques de confort dans les bureaux de 19 degrés en plein hiver et d'environ 26 degrés en plein été, plus ou moins 1 degré. Voilà, sachant qu'en dessous de 18 degrés, vous n'êtes plus dans les conformités, effectivement, du Code du travail. Donc là, on peut commencer à avoir un peu froid. En même temps, à 19 degrés, il y a beaucoup de bureaux, je pense, pour ceux qui travaillent dans des bureaux, qui doivent avoir des bureaux à 19 degrés. Moi, à 19 degrés dans un bureau, quand je ne bouge pas, j'ai froid. Hein, mais bon, voilà. Alors, bientôt, on va travailler avec des gros pulls et bouffles, mais voilà. Mais l'énergie que l'on consomme quand les collaborateurs sont présents, encore une fois, n'est pas forcément un souci. Ce qu'il faut vraiment, c'est identifier, et un bâtiment tertiaire, la plupart du temps, consomme environ 30% de son énergie quand les gens ne sont pas présents. Donc, quand il n'y a pas d'occupants dans l'immeuble. Si ça, on peut mieux le maîtriser, et c'est pour ça que je voulais avoir cette vision, et surtout également au travers des mainteneurs que nous avons sur les différents immeubles qui vous donnent des informations mais qui ne peuvent pas avoir une vision globale, essayer d'avoir un maximum de données pour optimiser tous nos équipements, toutes nos installations et surtout toutes nos dépenses énergétiques. Voilà. J'étais assez complet, non? Parfait, merci. Ouais, alors si on parle également du benchmark du capital GM, et ça c'est un dernier point. Pour identifier si on est plus ou moins bon dans sa gestion de patrimoine, on va vérifier ce que l'on dépense comme argent sur nos différents postes et qu'on soit à peu près, alors le benchmark, c'est des outils de comparaison, et voir si on est à peu près dans ce qui se fait sur un secteur donné. Voilà. L'énergie et la gestion de patrimoine, on le sait, sur des immeubles de grande hauteur à défense, c'est un poste important. Hein, c'est plus d'un tiers du poste énergétique. Hein, sur la tour T1, je peux donner le budget parce que c'est un budget que tous les professionnels connaissent à peu près. On est environ à 80 € du mètre carré. Donc, si vous multipliez par 70 000 mètres carrés, on est environ 5 millions d'euros de budget annuel pour le fonctionnement d'exploitation. Dedans, vous avez environ 30% en lien avec l'énergie, donc environ 1,5 million d'euros. Donc, si on arrive à faire ne serait-ce que 10 ou 15% d'économie sur ces postes-là énergétiques, chaud, froid, électricité, eau de ville, c'est beaucoup d'argent. Je parle beaucoup d'argent depuis le départ parce que c'est un peu le job d'un administrateur de biens, c'est maîtriser les dépenses budgétaires. Voilà. Merci. Quand Stéphane nous a parlé en fait de son projet sur la tour T1 et sur tous ses objectifs en termes d'efficacité énergétique sur cette tour, en tant que fabricant de solutions pour CVC, nous avons trouvé là vraiment une opportunité intéressante et, pour nous de tester et de quantifier, d'évaluer la juste performance de nos produits. Je m'explique un peu. Sur cette tour, vous avez 36 niveaux qui sont quasi identiques. Le même usage, la même exposition, les mêmes horaires, etc., etc., etc. Donc, dans cette expérimentation, nous avons décidé d'appliquer plusieurs scénarios de solutions techniques sur plusieurs niveaux. On a pris exactement 5 niveaux. Sur ces 5 niveaux, nous allons appliquer 3 scénarios distincts, donc 3 solutions techniques d'amélioration différentes. Avant de vous parler de ces scénarios, je vais juste vous présenter un peu ce qui existe déjà sur ces tours et comment la partie hydraulique est organisée. Donc, tout ce qui est existant, c'est simple. Vous avez sur chaque plateau de bureau, chaque plateau est alimenté par 2 trimis, une sud et une ouest. Et chaque trimi, DSR, des unités terminales de climatisation. Donc, c'est 2 tubes de fil. Chaque unité terminale est équipée de vannes 2 voies de régulation avec un moteur thermique et d'une vanne, d'un organe, je dirais,
d'équilibrage. Dans ce cas-là, c'est plutôt un T de réglage de radiateur. Et en sortie de trémie, comme vous le voyez sur le schéma, vous avez juste une vanne d'équilibrage statique. Ça, c'est l'existant. Et vous le comprenez très bien, c'est très difficile d'avoir vraiment de la donnée et de la mesure pour pouvoir faire un comparatif dans ce cas-là. Donc, pour résoudre cette donnée, en tout cas, on a trouvé une solution. La solution, c'est qu'on a remplacé la vanne d'équilibrage existante par une vanne multifonction, qu'on appelle chez nous une énergie valve. Cette vanne multifonction mesure plusieurs paramètres, dont la température, le débit, la delta T, la pression, la puissance, etc. etc. C'est cette solution qu'on a trouvée pour avoir tout le retour d'informations. Donc on a appliqué ça sur un étage qui est le 21e étage. Et c'est cet étage-là qu'on va appeler donc une situation de référence, notre base de référence pour nos comparatives de nos différents scénarios. Justement, je vais pouvoir vous présenter du coup les différents scénarios qu'on a appliqués sur les autres niveaux. Le scénario 1, c'est au 20e étage. Solution simple, j'ai oublié de le dire, mais la vanne multifonction possède aussi la fonction d'équilibrage dynamique. C'est ce qu'on a activé sur ce niveau-là. L'objectif est simple, pouvoir comparer l'apport, ou du moins le gain grâce à un équilibrage dynamique, comparé à un équilibrage statique. Et donc, du coup, on va pouvoir voir exactement la différence et le gain de cette solution. Donc ça, c'est la solution ou le scénario numéro 1 au 20e étage. On a appliqué un deuxième scénario sur le 22e étage, et dans ce cas-là, on a été un peu plus loin. On a toujours notre vanne qui mesure, qui va nous permettre d'avoir de l'information et de la donnée. Et derrière, on a remplacé toutes les vannes du plateau, les vannes donc qui étaient en 2 voies avec un moteur électrothermique. On l'a remplacé par une vanne étanche et équipée d'un moteur électromécanique. Idem, qu'est-ce qu'on attend de cette solution? De comparer le gain apporté par l'étanchéité des vannes, et je crois que Stéphane avait dit tout à l'heure, c'est la grosse problématique, c'est la consommation quand nos bâtiments ne sont pas occupés. Donc là, on va pouvoir exactement voir ce qui se passe et voir aussi le gain en termes de consommation électrique d'un moteur électromécanique comparé à un moteur électrothermique. D'accord? Dans ce niveau-là, sur le scénario numéro 2, nous n'avons pas réalisé l'équilibrage des terminaux. On l'a laissé dans l'état. Et bien, du coup, le troisième scénario, c'est le scénario un peu plus complet. On a réalisé, donc on a toujours un équilibrage dynamique en sortie de trémie, et on a réalisé aussi un équilibrage statique sur chaque unité terminale. Ça, c'est la théorie. Je passe à la pratique. Et là, vous le voyez, vous avez une image un peu de ce qu'on a réalisé. En haut, vous avez exactement une vue d'une unité terminale équipée d'une vanne à boisseau sphérique, donc étanche, équipée d'un moteur électromécanique. En dessous, vous avez une vue d'un bureau, d'un open space. Alors, c'est tout petit, on ne le voit pas très bien, mais il y a une sonde, il y a un enregistreur de température. Ces enregistreurs ont été installés dans plusieurs endroits de la tour et à plusieurs niveaux, à des endroits stratégiques, pour connaître exactement les températures de confort dans le bâtiment et pouvoir savoir si le système fonctionne bien. Troisième photo, vous avez une vue de la vanne multifonction. Donc cette vanne, donc, comme je vous le disais, enregistre beaucoup de paramètres en local sur un web server embarqué dans la vanne. Et vous voyez mes collègues, ils sont en haut, qui sont en train justement de récupérer ces informations-là localement. Et comme vous le voyez, ce n'est pas simple, l'accès n'est pas facile, et en plus, c'est un milieu donc, occupé, donc c'est très difficile. Suite à cette expérience, on a équipé toutes les énergivales, donc toutes les vannes, d'un modem 4G qui nous a permis l'accès à distance et permanent à toutes les informations mesurées par la vanne. L'accès a été donné aux différents intervenants du projet, dont le caustique, donc, qui nous a accompagnés depuis le début pour le choix du protocole, la définition des étages, etc., etc., et aussi pour l'analyse des données et des résultats qui sont derrière, et qu'on va vous présenter juste après. Merci, Afid. Donc, effectivement, Afid a bien décrit le projet du point de vue technique, et puis Stéphane du point de vue des enjeux, notamment des enjeux financiers. Et donc, effectivement, on était face là à un projet avec une dimension un peu d'expérimentation, de démonstration, de vitrine. Et donc, les partenaires du projet avaient la volonté d'en faire une évaluation. Et donc, sont venus frapper à notre porte en disant est-ce que vous pouvez suivre cette opération et nous établir le retour d'expérience, le retour sur le fonctionnement, les économies d'énergie, ce qu'apportent en fait ces différentes solutions. Et effectivement, le matériel qui a été déployé
a différentes vertus, mais notamment une première vertu d'être capable de mesurer beaucoup de paramètres, des paramètres de fonctionnement. Et effectivement, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, grâce à ces données, on s'est plongé sur ce projet. Et puis, avant d'en être à analyser les différentes configurations hydrauliques qui était l'objectif du projet, sur les premières mesures, finalement, on s'est aperçu déjà d'un certain nombre de dysfonctionnements ou de résultats qu'on n'attendait pas forcément. Tout ça grâce à la mesure. On l'a dit à plusieurs reprises déjà, mais ayez bien en tête qu'un immeuble de bureau ouvert de 9h à 19, de 7h à 19h toute l'année, ça fait un taux d'inoccupation d'à peu près 65%. Si on rajoute les jours fériés, les semaines, on monte vite à 70%, plus certaines zones qui sont parfois non occupées. Donc clairement, sur les bâtiments tertiaires, il y a un très très fort enjeu sur la maîtrise de ce qui se passe en période d'inoccupation. Stéphane Richard l'a très bien dit. Du coup, effectivement, dans cette première phase du projet, eh bien, finalement, on a mis le doigt sur des choses grâce à la mesure et ces paramètres doivent être corrigés avant de vraiment pouvoir rentrer dans la phase où là, on va comparer la première configuration hydraulique, la deuxième configuration hydraulique, la troisième, etc. Mais néanmoins, il nous a semblé intéressant de partager ce premier retour parce que c'est la situation qu'on rencontre sur énormément de bureaux, mais qu'on ne voit pas parce qu'effectivement, on n'a pas accès véritablement à la mesure, à ce qui se passe. Donc en fait, les équipements de régulation, hein, ça reste avant tout des équipements de régulation, avec ces fonctionnalités de mesure ont été déployés. Et donc on a collecté ces données, on les a analysées. Là, je vous ai fait un extrait sur quelques jours. On obtient ce type de résultat. Alors déjà, c'est déjà un plus. Imaginez qu'on est capable d'avoir un retour trémie par trémie, donc étage par étage. Alors sur ce projet, il n'y a pas un enjeu, par exemple, d'individualisation des charges en fonction des occupants, mais on pourrait imaginer que ce soit le cas. Ça répond à ce besoin. On voit avec une maille assez fine, aussi bien temporelle que spatiale, ce qui se passe. Donc c'est vraiment très très riche. Et donc là, par exemple, on est capable de faire des bilans en eau glacée, hein, on est sur des bilans en eau glacée, sur les différents étages, en temps réel ou sur des périodes que l'on souhaite. Et là, par exemple, voilà, nous, en analysant les données, on obtient ce type de bilan. Qu'est-ce que ça montre? Et bien déjà, par exemple, le 22e étage, normalement, il n'aurait pas dû consommer, il était inoccupé. Donc là, effectivement, quand on regarde les bilans, vous voyez que malgré l'inoccupation, il y avait périodiquement des consommations résiduelles qui passaient. À peu près 20% de consommation des étages occupés. Ça, comme on l'a dit précédemment, cette énergie-là, c'est une énergie perdue pour rien. Ensuite, pour les autres étages, on a regardé justement les périodes d'occupation, les périodes d'inoccupation. Et en fait, là aussi, en période de nuit et de week-end, on constate une consommation résiduelle qui représente à peu près, pour cette période-là et ce projet-là, de l'ordre de 10% des consommations en période d'occupation. Là aussi, avec un système, enfin, dans l'analyse fonctionnelle telle qu'elle nous a été décrite, le pilotage en place, normalement, devrait faire que ces consommations sont nulles. Et puis, vous le voyez, il y a aussi le 20e étage qui, alors que tous les étages sont occupés de la même façon, dans des mêmes conditions de météo, évidemment, on est dans le même immeuble, etc., eh bien, présenter un fort écart par rapport aux autres étages. Donc, rien que sur le bilan thermique, j'allais dire, on a pu mettre le doigt sur un certain nombre de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et alors, bien sûr, après, une fois qu'on repère ces anomalies, eh bien, on va voir techniquement qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, ça peut être pas mal de choses dans la ligne de contrôle-commande. Ça peut être un moteur de régulation qui ne marche plus. Ça peut être un problème dans le câblage. Ça peut être un problème d'étanchéité des vannes de régulation terminale. Bref, mais le fait de faire ce diagnostic-là permet ensuite d'aller chercher les causes et ensuite de les traiter. Donc, au final, sur cette séquence-là qu'on a analysée, qui était relativement courte, eh bien, en fait,
par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de consommation attendue, la consommation attendue ou souhaitée ou autorisée, c'est 77% de la consommation totale. Ça veut dire qu'il y a quasiment un quart des consommations que finalement on aurait voulu ne pas avoir, que ça soit lié donc à des consommations à des moments où l'immeuble est inoccupé, à des endroits où c'est inoccupé, et puis à des zones qui consomment plus que d'autres. Et donc, comme je le disais, en fait, ces dysfonctionnements et donc ces surconsommations, elles traduisent des choses qui ne vont pas très bien dans l'installation et qu'on retrouvait aussi sur les aspects de confort. C'est-à-dire que des fois, on pourrait dire, oui, je consomme plus parce qu'en fait, je suis plus exigeant sur le confort. Mais là, c'est pas ça. Quand on a un souci sur le fonctionnement, on a aussi des répercussions sur le confort. Donc, c'est aussi l'autre avantage, c'est que tous les travaux, on va dire, de remise à niveau de toute la partie CVC, la chaîne de régulation, etc., non seulement elle va permettre d'améliorer les aspects de consommation énergétique, mais en plus remettre à niveau les aspects de confort et non pas opposer confort et consommation énergétique comme on le fait parfois. Je vous ai montré des bilans en kilowattheure, mais en fait, ce qui est intéressant avec le produit, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur les aspects de fonctionnement. Donc, une installation hydraulique, c'est avant tout une gestion de la pression. L'équipement dont on parle là mesure la pression. Et donc, ça permet de comprendre concrètement, en fait, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Est-ce qu'on a un problème de gestion à la base sur la pression, comment la pression s'équilibre sur les différents étages. Et avec ce type d'outil, ça permet de venir corriger tous ces dysfonctionnements. On comprend exactement ce qui se passe. Donc voilà, effectivement, avec cette mesure, on arrive à mettre le doigt sur des défauts qu'on va corriger pour pouvoir ensuite, dans la phase 2, on viendra l'an prochain vous dire véritablement ce qui ressort de la comparaison là des défauts hydrauliques. Mais là, le message, c'était déjà de dire, à partir du moment où on mesure, on va mettre le doigt sur des consommations qu'on ne veut pas et on va être capable de venir les corriger. Le mot de la fin ? Merci. Il y a beaucoup d'informations qui ont été données en très peu de temps. J'espère que vous êtes tous des experts parce que c'est quand même assez pointu. Hein. On parle de beaucoup de choses. Je m'aperçois quand même en écoutant les éléments que dans le cadre de cette conférence, on a accepté d'échanger en toute transparence sur les résultats de la Tour T1. Je voulais quand même préciser que c'est un des immeubles qui fonctionne le mieux en termes aussi bien de gestion énergétique, hein, même si on a vu des défauts qui étaient affichés, on sait qu'on a sûrement des choses qu'on peut encore améliorer, mais également en termes de ce qu'on appelle nous les KPI. Hein, donc c'est les indicateurs en fait de confort, c'est-à-dire le nombre de demandes pour non-confort que nous avons sur les occupants. Je l'ai encore une fois déjà dit, mais il est des fois un peu facile de faire des économies d'énergie en créant du non-confort. On a parlé, hein, si vous laissez effectivement un immeuble complètement à la dérive, vous mettez plus de climatisation en plein été ou vous mettez plus de chauffage en plein hiver, vous allez être bon en termes de benchmark et de gestion d'énergie. Par contre, vous allez être très mauvais en termes de ressenti et de confort de l'immeuble. La Tour T1 fonctionne quand même très bien. Malgré ça, c'est un immeuble qui a maintenant 15 ans. Et je voulais quand même m'assurer, que l'impression globale de bon fonctionnement restait bonne. Et là, il fallait le monitorer, il fallait l'identifier. Et deux, se dire si on doit créer des investissements, quels sont ces investissements, combien ça va coûter, quels sont les gains. On dit souvent qu'on travaille également sur ce qu'on appelle du ROI, c'est du retour opérationnel sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'investis 100, mais si ces 100 me permettent de gagner 30 ou 40 tous les ans, ça signifie qu'en moins de 3 ans, j'ai remboursé mon investissement. Alors bien évidemment, sur des installations qui vont tourner entre 10 et 15 ans, si elles arrivent à nous permettre d'avoir un ROI de 5 ou 6 ans, c'est très bien. Alors, juste pour recadrer les éléments. Hop, j'avance un petit peu sur les éléments. L'information, c'est que la mesure est nécessaire. La mesure, elle est nécessaire, pourquoi ? Parce que sur un ensemble de 70 000 m², vous avez un gestionnaire, vous avez un responsable technique, vous avez peut-être un responsable de la GTB. Sinon, autrement, ce n'est pas 3 personnes qui peuvent piloter, on va dire, intuitivement et sans aide d'outils, le fonctionnement technique de l'ensemble des installations. Donc, il faut du support, il faut des installations intelligentes, et ces installations intelligentes, au niveau de ce qu'on a aujourd'hui, n'existaient pas bien évidemment en 2018. Donc, tous les immeubles tertiaires, c'est un peu le rôle de la réglementation tertiaire, c'est d'amener ces immeubles à devenir plus intelligents, plus performants, et d'être monitorés sur tous les éléments.
j'avance parce que je crois qu'on va bientôt être en retard. Agir et piloter, bien évidemment, une fois qu'on a de l'information, ça permet d'identifier ce que l'on peut améliorer et agir sur ces éléments. On peut agir sur ces éléments, encore une fois, quand on passe sur des équipements qui sont modifiables et pas uniquement manuellement. Vous avez vu que les interventions manuelles, c'est intervenir dans des faux plafonds, c'est intervenir soit de nuit, soit autrement en période ouvrée, mais où vous avez des gens qui travaillent, c'est pas forcément simple. Aller sur des équipements, effectivement, que l'on peut facilement modifier depuis, je vais pas dire une souris ou un bouton, alors on n'est pas encore une fois sur des équipements, mais on arrive à distance à gérer ces installations, et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis également pour nous, aussi bien les propriétaires que les gestionnaires d'immeubles, on a besoin de ces informations techniques. Et après, c'est optimiser de façon globale. On en a parlé un peu quand je vous ai dit, effectivement, le retour opérationnel sur investissement. Mais effectivement, optimiser pour voir jusqu'où on peut aller en termes de bonne gestion durable et intelligente d'un bâtiment pour s'assurer que on est dans ce qu'on fait de mieux. On a les attendus pour aussi bien nos occupants que notre propriétaire ou nos propriétaires si on est sur des foncières avec des actifs associés sous forme d'association effectivement civile, immobilière, excusez-moi. Et la next step aussi, c'est de se dire que quand on voit effectivement ce qu'on a déjà identifié et les gains réalisables, c'est de réaliser ces gains et de peut-être aller jusqu'à généraliser ces éléments-là sur l'ensemble des éléments, sur l'ensemble du patrimoine, excusez-moi, peut-être même sur d'autres immeubles aussi. Je sais que là, on a travaillé, Nexity en tout cas, moi j'ai travaillé avec la société Belimo parce qu'ils sont venus également me voir, ils m'ont proposé quelque chose d'intelligent, ils ont voulu qu'on crée un partenariat sur cet actif. Quand on voit les résultats, je pense qu'effectivement, on peut réfléchir à quelque chose qui pourra être de plus grande ampleur sur plus d'immeubles également. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui. Quelques questions. Ah. Merci bien pour votre présentation. Donc ce cas, il est très intéressant parce qu'en somme, il fait un cas parfait théorique. Dans le domaine, c'est qu'il est régulier déjà dans la construction, il est régulier dans l'utilisation. Mais je pense qu'il serait intéressant aussi, c'est de le pousser sur des bâtiments particuliers, justement, pour mesurer la différence entre la partie purement technique que vous avez vu, vous avez mis en exergue sur les surconsommations, mais aussi l'aspect humain, aussi usage des bâtiments, justement, qui serait intéressant peut-être. Est-ce qu'il y a eu déjà des expériences de ce côté-là sur des bâtiments irréguliers, en somme? Alors, qu'est-ce que vous appelez irrégulier, déjà? D'usage d'occupations différentes, parce que là on a vu que les occupations sont assez régulières sur l'aspect temporel. Et le bâtiment lui-même, il est aussi répétitif, les mêmes étages, alors que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça en réalité. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir s'il y a eu des expériences aussi de l'autre côté, des retours d'expérience justement sur des bâtiments irréguliers où l'occupation, par exemple, n'est pas la même au niveau de la plage horaire. Je dirais qu'au-delà du côté régulier ou irrégulier, il y a la question de qu'est-ce qu'on confie aux automates et qu'est-ce qu'on confie à l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, la GTB, on va lui dire tu es en inoccupation entre 20h le soir et 7h le matin. Donc ça, c'est elle qui le gère. Par contre, sur la période d'inoccupation, suivant les architectures techniques, l'occupant, il peut avoir la main. Il peut avoir la main sur les consignes, il coupe quand il s'en va. Un peu en matière de clim, on peut gérer la clim comme de l'éclairage, c'est-à-dire il faut penser à couper quand on quitte un lieu, etc. Donc effectivement, il faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on confie aux automatismes et ce qu'on confie à l'humain. Et c'est vrai que certains concepteurs pourraient être tentés de tout confier aux automatismes. Les retours qu'on a sur ces bâtiments-là, c'est que dans la durée, ça marche pas trop. Donc, c'est plutôt ça, en fait. C'est au-delà du régulier ou irrégulier. Même sur un bâtiment à occupation régulière, l'idée, c'est de trouver des architectures techniques, notamment sur où sont les thermostats et que pilotent les thermostats, est-ce que les occupants y ont accès, qui permettent justement de laisser une dernière marche d'optimisation liée à l'humain. En tout cas, c'est mon point de vue sur la question. Merci. Ce qui est certain, c'est que vous retrouvez les mêmes inconvénients, les mêmes phénomènes un peu invisibles qu'on voit là. C'est parce que en fait, ce que nous, on a remarqué, c'est que jusque-là, tout fonctionnait très bien. Ces tours, comme disait Stéphane, tout fonctionne très bien.
Sauf que lorsqu'on commence à mesurer, là, on détecte vraiment des choses sur lesquelles on peut encore agir. Et encore, c'est encore des gisements importants d'économie d'énergie. Et je pense que c'est dans le cas même dans une occupation irrégulière. D'accord, merci. Je vous en prie. Moi, j'ai une question par rapport aux gains que vous avez identifiés. Est-ce qu'ils suffisent à atteindre les objectifs du décret tertiaire ? Sur un IGH autour, c'est parfois difficile. D'abord, il y a une consommation au mètre carré qui est assez élevée, et c'est parfois difficile de changer le bâtiment ou de changer des éléments pour l'isoler. Est-ce que les 23%, dans ce cas-là, est-ce que ça vous suffit ? Ou est-ce que vous êtes déjà au niveau des valeurs absolues ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on y participe beaucoup. En fait, là, vous avez les résultats de ce qu'on a découvert, de ce qui existe sur le réseau hydraulique et ce qu'on peut améliorer. C'est énorme, comme disait Stéphane. Pensez quand même que la moitié du temps, vos bâtiments ne fonctionnent pas. Ils devraient être fermés, étanches et pas de circulation. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même toujours du débit, de la consommation électrique et énergétique qui est là. Donc si on arrive juste à supprimer ça, c'est déjà beaucoup. Et à côté de ça, on n'a pas encore les résultats de notre véritable objectif premier, c'est-à-dire l'étanchéité des vannes, le moteur électrique. Et ça, c'est encore un step au-dessus. Imaginez sur une tour comme T1, vous avez 4000 ventules convecteurs avec 4000 petits moteurs, avec 4000 vannes qui sont peut-être fuyardes. Vous voyez un peu l'économie qu'on peut faire et des moteurs électrothermiques dans le cas de T1, mais c'est quasiment 99% du marché de bureau, c'est des moteurs électrothermiques qui consomment, je sais pas, entre 3 et 5, 6 watts, alors qu'un moteur comme celui qui a été installé là, on est à 10 fois moins. C'est comme si vous avez votre tour qui est équipée d'ampoules halogènes, alors que tout le monde passe en LED. C'est exactement la même analogie. Donc je pense qu'il y a encore des gisements assez importants pour atteindre justement les objectifs du décret tertiaire. En tout cas, ils participent énormément, avec des coûts, je pense, d'investissement qui ne sont pas énormes. Alors, le décret tertiaire, en fait, il y a quand même 3 grandes dates. Il y a 2030, 2040, 2050. 2030 va permettre d'aller sur une première partie, mais ça ne sera pas l'unique. Là, on a dit qu'on ne travaillait que sur la consommation froid. Un immeuble, il consomme du froid, il consomme du chaud, il consomme de l'électricité. Donc, c'est l'ensemble de ces énergies, en fait, qui sont la base, en fait, à réussir à avoir, effectivement, dans le cadre du décret tertiaire, en termes d'optimisation de consommation. Si on arrive à faire même les 23% d'eau glacée, ne permettront pas, pour la plupart des immeubles, d'aller sur le décret 2040. Sur le décret 2030, on n'en est déjà pas loin sur cet immeuble-là, parce que je vous l'ai dit, il est déjà plutôt très performant. C'est un immeuble de 2008, mais il était quand même de très bonne conception au moment où il a été fait. Et il fonctionne encore très bien, plutôt. Alors, c'est pas parce que je l'ai géré pendant plusieurs années, mais il fonctionne plutôt bien. Voilà. On va dire qu'il a été upgradé de façon régulière, donc il fonctionne plutôt bien. Il faudra de toute façon intervenir sur d'autres axes que ces axes-là. Et là, on en parlait, on disait la consommation énergétique. La consommation énergétique, une fois qu'on aura travaillé sur ces petites vannes, il faudra peut-être également travailler sur les pompes de régulation. Les pompes de régulation à débit variable, moins on a de circulation dans ces branchements sur les étals parce qu'il n'y a pas de demande, moins on consomme également d'électricité sur ces installations-là. Les pompes de circulation eau chaude, eau froide sur ces immeubles-là fonctionnent en H24. 7 sur 7, 365 jours par an. Donc ça, si on peut les faire fonctionner à 40% de leur rendement et non pas 70 ou 80%, là on a également des axes de consommation et d'économie d'énergie sur l'électricité. Et puis juste pour finir, attirer votre attention sur les faits que dans les outils de calcul qu'on utilise pour faire des audits énergétiques, etc., implicitement on fait l'hypothèse que tout fonctionne bien. Et du coup, ces gisements-là, finalement, on oublie souvent d'aller les voir. Alors, effectivement, s'il n'y a pas l'instrumentation, on passe à côté. Et donc, ce premier gisement-là, que moi j'appelle de remise à niveau, sur un certain nombre de bâtiments, il nous rapproche quand même beaucoup de l'objectif de 2030. Ça dépend d'où on part. Mais du coup, ça plaide quand même pour commencer par cette démarche de bien comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle sur les installations et voir les gisements qu'on peut déjà aller chercher en remettant toutes les chaînes à niveau. Merci. Je crois qu'on va devoir arrêter là. Si vous avez des questions, on a un stand, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Merci à tous. Merci.